faut des coupables et parfois, on ne sait pas c'est quoi, ça peut être la couleur, ça peut être d'autres choses, rien que le fait d'habiter ce quartier-là qui va vous rendre coupable. On en saura plus par la suite, en tout cas on aura sa vision et votre vision à vous aussi. Voilà. Donc vous comprendrez aussi que cet événement il est dédié à toutes les victimes des violences policières, mais aussi les accusés à tort de tous les quartiers, tous ceux qui ont subi des pressions, tous ceux qui subissent des accusations et tout ce qu'on connaît de la police et des pressions policières qu'on reçoit de n'importe qui, même des gens sérieux et carrés. Que vous dire de plus, c'est aussi cet événement aussi on veut le rendre hommage aussi à un fidèle de bibliothèque qui nous a quittés au mois de décembre. Donc il a participé au premier événement, c'est Fabrice. Il était assis là, cette place où il n'y a personne, justement, c'est bizarre. Et donc il nous a quittés et c'est un proche de nous. Et c'est un très bon ami, c'est un très bon débatteur, c'est quelqu'un, il fait partie des gens qui nous a motivés à faire du bibliothèque, parce que bibliothèque, c'est pas seulement présenter des livres, c'est aussi susciter le débat, intéresser les gens à des sujets qui est censé leur intéresser et qu'on laisse trop les autres parler à notre place. Il y a aussi un côté où on veut aiguiser l'esprit critique des citoyens. Souvent, on laisse les autres parler à notre place parce qu'on croit qu'on ne peut pas construire un discours alors que c'est pas vrai. Tout discours est bon à prendre, tant que c'est sincère, que c'est vécu, donc c'est légitime. Et puis voilà, je ne vais pas vous en dire plus, hein, vous avez déjà attendu assez longtemps. Votre m'a raconté, va vous raconter son histoire, il va vous faire son témoignage, et puis à la suite de ça, vous pourrez vous poser vos questions. Turkan, j'ai un oublié. Voilà, excusez-moi si je parle vite, etc. Bonsoir à tous, ça c'est m'a raconté, bon, je suis pas aussi à l'aise que lui, hein. Il a bien résumé la chose. J'ai 29 ans, j'habite juste là derrière, hein, dans le bâtiment de 10 étages. Je suis originaire de Villiers-le-Bel. Je suis issu de la polygamie, mon père il est malien, ma mère elle est sénégalaise. Voilà, je suis né, j'ai grandi dans ce secteur. Et de bas, je suis juste un petit gars comme ça dans le quartier, hein, qui fait du football comme tout le monde. Et voilà, le 25 novembre 2007, il y a eu ce qui s'est passé, c'était... je ne me rappelle plus exactement de l'heure, comme vous le voyez là sur la photo, deux petits jeunes en moto. Je ne sais pas si c'était un contrôle ou quoi qu'il en soit, bref. Il y a eu une course-poursuite où on peut appeler ça comme on veut, mais les policiers étaient derrière ces petits-là. Les petits ont pris un sens interdit. Il y a eu, à un moment donné, comment dire ça? Les policiers sont rentrés en collision avec les petits. Donc du coup, il y a eu cet accident. Et tout de suite sur le coup, il y a Moussim qui est décédé, il l'a mis sur le trajet qui a perdu la vie aussi. Donc voilà, quelques heures après, il y a eu ce qu'on appelle des mouvements de foule. Après, certains disent émeute, certains disent rébellion, on peut appeler ça ce qu'on veut, mais il y a eu un mouvement de foule où il y a eu une grosse mobilisation des jeunes, des parents, des enfants, des acteurs sociaux dans la ville, toutes les personnes concernées en tout cas. Et malheureusement ça a donné ça. Voilà, c'est pas beau à voir, mais c'est une réalité qu'on vit tous les jours, c'est une réalité que chacun, je pense en tout cas que chacun vit de son fort intérieur. Au-delà de ça, il y a eu aussi un truc qui a mis de l'huile sur le feu, c'est qu'il y a eu une médiatisation entre guillemets sur le fait que les petits étaient en tort, la moto elle était volée alors qu'elle n'était pas volée, qu'ils ont pris un sens interdit, qu'ils n'avaient pas de casque, que c'était une mini-moto, que la voiture qui est rentrée en collision avec la moto des petits, elle a été dégradée. Voilà, c'est des choses qui ont été dites et qui n'étaient pas forcément vraies. Malheureusement, ça a mis de l'huile sur le feu. Il y a eu, au cours de la soirée du 25 novembre 2007, des gens qui se sont levés, qui ont exprimé leur rage de but en blanc, qui ont pris des armes à feu, qui ont tiré sur les policiers directement ou indirectement, même certains ont pris des pierres. Chacun exprimait sa rage comme il voulait l'exprimer, d'une manière ou d'une autre. Il y a eu les dégâts qu'il y a eu, et voilà, c'est déplorable dans les deux sens. Il y a la mort d'un côté et il y a les blessés de l'autre. Après, c'est comme ça, c'est une réalité. Ce qu'on vit au quotidien dans un quartier, on n'est pas dans les favelas, on n'est pas dans les ghettos aux États-Unis, mais on est dans une réalité aussi qui est tout aussi dure, mais à notre échelle.
Voilà, c'est le contrôle à répétition, c'est les préjugés, c'est beaucoup de choses qui font qu'on accumule une certaine frustration et arrivé à un moment donné, voilà, vous savez, quand ça se répète, voilà, il y a l'ego de l'homme qui prend le dessus et malheureusement, quand le vase il est plein, ça donne ce genre d'événement. Pour en revenir à l'Aramé Mouzine, paix à leur âme, il y a une enquête qui a été ouverte, l'enquête elle a pris pas mal de temps. Il y a eu peut-être 6 ans. Peut-être 6 ans pour qu'il y ait un procès, il y a eu un procès. Le policier, je ne sais plus s'il a été condamné pour 5 mois de sursis ou autre. Mais bref, je n'ai pas spécialement de bons souvenirs, je n'ai pas spécialement voulu retenir ce qui s'était passé. Pour ma part, et pour, entre guillemets, les autres, c'est-à-dire des personnes qui ont été interpellées sur ce qui s'était passé sur le 25 novembre 2007 et le 26 et le 27, il y a eu une grosse vague d'interpellations durant ces jours qui ont suivi de ces échanges. Si ma mémoire elle est bonne, à peu près 42 interpellations le premier jour et une dizaine quelques jours après. Et moi, je n'ai pas fait partie de cette première vague d'interpellation. J'ai été mis en cause par une personne qui elle-même a été mise en cause. Mais je ne sais pas si c'est de la manipulation ou quoi, mais elle a été placée en tant que témoin assisté, c'est-à-dire cette personne-là. Je prends un exemple. Hein. Elle a été vue par une personne en train de tirer. Et malheureusement, elle a été vue par une personne en train de tirer, mais voilà, il dit qu'il n'a pas tiré, donc on le met en tant que témoin assisté. C'est clair? C'est clair? Ok. Moi, j'ai été mis en cause par cette personne-là, que je connaissais depuis bien longtemps. On avait fait du foot ensemble à l'époque, et voilà, il y a toujours eu cette rivalité entre quartiers, et voilà, j'étais dedans, j'ai grandi dedans, et c'est un mec que j'appréciais pas spécialement, qui m'appréciait pas spécialement. Donc du coup, lui, je sais pas, hein, il s'est décidé un matin, il s'est dit qu'il fallait mettre quelqu'un dans le trou, et au lieu de lui rester dans son trou, il a décidé d'emmener certaines personnes avec lui, et j'ai fait partie de ces gens-là. On est venu chez moi, ils ont cassé la porte, il y a eu une perquisition, ils ont cassé la porte, c'est toutes les portes, c'est-à-dire de la chambre de ma mère au salon, voilà. Et pour moi personnellement, ça me fait pas grand-chose, mais ça fait plus mal à mes parents, plus mal à mes petites sœurs ou autres. Nous on est des garçons, voilà, on a l'habitude de certaines choses un peu plus difficiles, mais c'est plus dur à encaisser pour la famille que pour nous. Il y a eu une grosse réaction au niveau de la famille, donc du coup moi j'étais pas chez moi ce soir-là, je suis rentré le lendemain, je suis allé me rendre, tout simplement. Enfin non, excusez-moi, entre guillemets, j'ai mis un jour avant de me rendre, parce que je me posais la question s'il fallait que j'aille me rendre ou pas. Après réflexion, je me suis concerté avec certains amis du quartier. Là, ils sont en SMI, je les ai au téléphone de temps en temps, très peu, mais je les ai au téléphone de temps en temps. Ils sont en SMI, ils sont sortis, bon, c'est comme la prison, là. Et qu'est-ce qui justifiait qu'ils t'ont mis à l'isolement dès que t'es rentré? Est-ce que tu as eu des réponses là-dessus? Même aujourd'hui, on n'a pas la réponse. On m'a demandé, je n'ai pas la réponse. Je pense pas qu'on va l'avoir un jour. Moi, je voulais savoir, est-ce que tu as revu la personne qui est un petit peu à la base de tout ça, puisque c'est celle qui t'avait accusé La personne qui est à la base de tout ça, elle habite juste en face de chez mon père. Maintenant, sa famille, je les vois tous les jours. Et c'est des gens que moi, j'aime pas. C'est des gens que j'aime pas, et c'est clair et net, je m'en cache même pas. Donc après, c'est peut-être dur ce que je veux dire. Si demain il meurt, ou qu'il soit riche ou qu'il meurt, c'est pareil pour moi. Tu vois. Et celui qui m'a mis en cause directement, je l'ai déjà vu une fois, je l'ai déjà croisé, je lui ai juste dit, si je te vois plus de 5 secondes en face de moi, voilà, toi et moi, tu vas savoir qui de toi et moi est un homme. Tu vois. Je lui ai dit comme ça. Et après, il a pris son chemin, pour rester poli, il a couru. Et après là, je sais pas, hein. Honnêtement là, je peux le voir, il n'a rien fait, et je peux le voir, et lâcher toute ma colère sur lui. T'as pas donné d'explication? Il va pas me dire jamais de la vie, pourquoi il me donnerait une explication? C'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait, il peut pas, c'est en gros, j'enfonce quelqu'un pour sortir de la merde. C'est simple. Voilà, il a sauvé sa peau, puis basta.
Mais en fait, à la fin, il est revenu sur ses propos. Non. Enfin, si, il est revenu sur ses propos en disant voilà, ils n'ont rien fait, je dis ça parce qu'on m'a dit de dire ça, j'ai eu peur, etc. Mais c'est mort. Le mal était déjà fait. Le mal était déjà fait. Youssouf. Est-ce qu'après cette histoire, en fait, tu as des regrets, je pense que tu as des regrets, mais est-ce que tu penses que cette histoire, ça t'a fait grandir quelque part aussi? Les regrets, ça, on en a toujours, tu vois. Et faut pas... Ali dit ça, pas le temps pour les regrets, il faut pas... Les regrets, on en a toujours, des remords et tout, mais il faut avancer, il faut juste faire face. Hein. Pas le choix, il n'y a pas d'autre choix. Il y aurait une autre solution, peut-être tu peux opter, mais là, quand tu n'as pas le choix, tu peux qu'avancer. Bandia. Moi j'avais une question. As-tu entamé une procédure envers la personne pour diffamation ou pas? Non. Et même le procureur de la République française, parce que quand même tu as été incarcéré à tort. Ouais. Comment dire, normalement, de lui-même, il doit entamer une procédure envers cette personne pour... Non, c'est moi j'ai fait une procédure, entre guillemets, pour être indemnisé, etc. Pour qu'il y ait une erreur judiciaire, mais contre la personne qui m'a mis en cause, non. Et même, avant que j'oublie, pour en revenir, pour le procureur qui a demandé 15 ans contre moi, à ma grande surprise, quand je suis parti au procès de l'armée Mousine, personnellement, je l'ai vu. Je suis allé m'asseoir à côté de lui. Et lui, il m'a vu avec beaucoup de cheveux, costaud et tout. Et là, je suis arrivé, je me suis assis à côté de lui, j'étais rasé, j'étais plus propre que je l'étais dans le box. Et je lui ai dit, ouais, bonjour monsieur, vous vous souvenez de moi? Il m'a dit, non, mais votre visage, il m'est familier, je m'appelle Maracanté. D'un air sûr. Et il m'a dit, ah bon? Il me dit, ah bah c'est bien. Il me dit, ouais, j'ai cru savoir que vous aviez écrit un livre et tout. Je dis, bah ouais. Je dis, vous n'avez pas voulu me louper quand même avec vos 15 ans. Sur un ton plutôt ironique. Et lui, en gros, avec un grand détachement, ah non, monsieur, j'ai rien contre vous, moi, c'était juste mon travail. J'ai dit, ok. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Je dis, bah regardez, la vie est ainsi faite, je suis à côté de vous. Elsa. Justement, tu parles beaucoup de justice, d'état de droit. Enfin, je pense qu'on est beaucoup ici à plus croire vraiment à la justice. Enfin, en tout cas, je sais pas pour mon cas, et j'ai l'impression que toi, c'est pas le cas. Enfin, j'aimerais connaître un peu ton ressenti par rapport à ça. Moi, mon ressenti, c'est qu'il y a une justice, mais elle est à géométrie variable. Voilà. Les gens qui ont les clés de cette justice-là, il y a différentes vitesses. Quand on prend l'exemple de Théo, regarde, tu ne peux pas matraquer quelqu'un en disant que c'est pas viol. C'est volontaire et c'est indéniable. Tu vois. La justice, elle est... je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de justice, parce qu'il y a une justice. Tu vois. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de justice. Si demain tu te fais agresser, tu vas porter plainte, tu connais l'agresseur, il y aura des répercussions sur lui. Mais malheureusement, quand ça concerne certaines personnes, quand on est dans un certain contexte, il est clair que la justice, elle n'est pas fruit des fois. Parce que ce qui est beau et ce qui m'a fait venir ce soir, c'est que j'ai l'impression en fait que Adama il n'est pas mort. Parce qu'on parle d'Adama en ce moment, on parle de Théo, et le fait que toi tu sois la voix de ces gens qui sont partis ou indirectement qui ne peuvent pas parler comme Théo pour l'instant parce que voilà c'est sa famille qui le représente, moi je trouve ça beau. Et ça me fait vraiment penser à ça parce qu'Adama je connais sa sœur personnellement, sa famille, ses cousines et tout ça. Et je me dis, écouter une personne comme Mara, c'est le message d'Adama aussi quelque part. Donc voilà, moi je suis beaucoup de respect pour ça, parce que c'est pour ça que je suis là. Je me dis, non, il y a Mara qui est là, il est vivant, mais quelque part, c'est... Voilà, je sais pas, pour moi, c'est Dieu, c'est la croyance. Merci déjà, c'est fort ce que tu dis, ça me touche, ça me va droit au cœur. Et tu vois, pour revenir sur ce que tu disais, moi personnellement, des fois, c'est... Voilà, je suis gêné, entre guillemets, de raconter mon histoire comme ça devant tout le monde. Mais, en même temps, on est obligé. En même temps, on est obligé. Il y a des gens, ils peuvent pas. Et moi, comme je le dis bien souvent, moi, je suis un miraculé. Voilà, je suis un miraculé. Je peux raconter l'histoire, je peux expliquer, je peux faire partager le truc. Mais il y en a qui peuvent pas. Et voilà, entre Ziad et Bouna, entre Laramie et Mouzine, entre ce qui se passe avec Théo, entre Adama, tous les autres et tout, voilà, je suis juste dans la position d'un mec miraculé. Donc, soit c'est la prison, soit c'est le cimetière. Et t'es devenu plus croyant? Moi plus croyant, ouais. Plus croyant, ouais. Tu pries? Ouais. Beaucoup, tout le temps. C'est normal, enfin c'est normal pour moi. Mais après ça s'accentue. Après c'est normal. Ah mais c'est la foi. Ouais. Non mais en tout cas respect. Franchement encore, j'appuie ce qu'elle dit, je te félicite pour tout ce que tu fais. Parce que par où tu es passé pour devenir ce que tu es aujourd'hui.
pour moi, ce que je vois en face de moi, je vois une lumière. Je vois une lumière d'espoir. Dans quel sens? Dans le sens où on est tous des gens de cité, on est tous des gens de quartier. Aujourd'hui, on est dans un contexte où on a limite, on se dit, on n'a pas assez de force pour pouvoir combattre le système. Dans ton intervention, tu as parlé du système. Voilà, on est beaucoup à ressentir, à ressentir cette frustration. Maintenant, aujourd'hui, il y en a qui l'expriment d'une manière, il y en a qui l'expriment d'autre. Voilà. Aujourd'hui, le système, j'ai l'impression, à chaque fois, c'est un de plus, un de plus, un de plus. On l'exprime par des manifestations, il y en a qui disent qu'il faut faire de manière pacifique, il y en a qui disent qu'il faut casser. Mais j'ai pas l'impression que ce soit l'une ou l'autre, ce soit la solution. Maintenant, je trouve que moi, ce que tu es en train de proposer, c'est une autre alternative. Et je te remercie pour ça, parce que pour moi, c'est... Et le fait que tu deviennes éducateur, en plus de ça, c'est une transmission que tu es en train de faire. Tu vois ce que je veux dire? C'est une transmission que tu es en train de faire aux petits jeunes pour qu'ils puissent avoir cette lumière plus tard et faire en sorte qu'on justement on essaye peut-être de changer le système ou d'avoir un petit peu plus de force contre le système. Et c'est pour ça que je voulais t'en remercier et te féliciter pour ça. Après, c'est une équipe, hein, donc c'est à toute votre équipe. Non, non, là on parle de son parcours, on parle de... Non, mais c'est une équipe qui fait la force. Donc pour moi, il n'est pas tout seul sans vous, il n'est rien. Lui. On doit être tous à mettre en avant de... C'est tout le monde. Il a Ouais, vécu ça, mais non, mais elle a raison, c'est parce que moi, c'est tout le monde. je dis à moi, je suis tout seul, mais Voilà. derrière moi, il y avait ma famille, il y avait mes amis, il y avait du monde. Et sans eux, voilà, tu vois, il n'y a rien du tout. Ma foi, Excuse-moi. les bouquins, et on va dire ma mentalité, et la famille. Tu vois. C'est ça, parce qu'après, tu sais, les amis, etc., ils vont, ils viennent, ils sont plus ou moins là, mais après, même la famille, tu vois, c'est assez secondaire, mais c'est plus ma détermination et ma foi. Parce que moi, j'étais vraiment dans mon truc là, j'étais entêté, mais comme pas possible. Je dis, ils vont pas me faire pleurer une fois, ils vont pas me mettre un genou à terre, ils vont pas me tuer, ils me feront rien du tout. J'ai aimé une phrase que tu as sortie tout à l'heure, que chez nous, le suicide c'est interdit. Donc c'est là que je rejoins un peu. Pour moi, ce qui t'a fait punir, c'est la valeur de la vie. Ouais. Ressentir de là pour pouvoir Le paradoxe, être là aujourd'hui. dans l'islam, là, la vie n'a pas spécialement une grande valeur, entre guillemets, tu vois, faut pas Ouais, s'accrocher. c'est un paradoxe, tu vois. comme t'as dit, ouais. Ça, c'est spirituellement. Mais on se comprend. On se comprend. Je vois très bien où tu vas en venir et t'as carrément raison. Tu reprennes? Moi, je voulais te dire, tout à l'heure, tu as dit que dès que tu avais été arrêté, tu savais que tout ça, c'était politique. Et comme je sais qu'on a quelques jeunes, est-ce que tu peux expliquer pourquoi c'était politique? Pourquoi c'était politique? Il faut savoir qu'à l'époque, c'était Nicolas Sarkozy qui était président de la République. Et la politique de Nicolas Sarkozy, c'est que de la répression et tolérance zéro. Après, je sais plus c'est qui... La vie, on a fait quelque chose de plus. C'est clair. Et je sais plus si c'était Michel Alliot-Marie, ministre de la Défense. Michel Alliot-Marie, ministre de la Défense, je sais plus exactement, ministre de l'Intérieur, quelque chose comme ça. Et bref, tous ces gens-là, ils étaient au garde à vous pour punir directement et faire des exemples. Et nous, on a servi d'exemple. On a servi d'exemple. Et dans la politique, il faut, pour pouvoir avoir des voix, pour pouvoir avoir le peuple avec soi, il y a des choses à faire. Et c'est pas forcément les bonnes choses. Et on trinque tous. On trinque tous et c'est dommage. Comme il y a une série qui s'appelle Homeland, je ne sais pas si vous connaissez ou vous regardez. Bref, il y a beaucoup de choses qui se passent dedans. On dit que c'est de la fiction, mais c'est carrément de la réalité. Il y a de la manipulation, il y a beaucoup de choses. C'est comme ça. C'est plus vous, les grands frères sortis, qui leur racontent leur parcours en disant que voilà, c'est pas la bonne voie à suivre, qui les a calmés. Bah, si tu veux, dans la vie, c'est un éternel recommencement, tu vois. Moi, il y a moi, et des mecs comme moi, il y en a beaucoup. Il y a des mecs qui ont la justice et qui la racontent et qui veulent la raconter, ou, tu vois, il y en a plein. Et j'ai envie de te dire, tout est une question de temps. Moi, je suis parti, j'ai laissé le quartier d'une façon, je suis revenu, il était d'une autre. J'ai laissé les gens d'une façon, je suis revenu, ils étaient d'une autre. Les problèmes, ils changent. Et la vitesse des problèmes change aussi. L'ampleur des problèmes, elle change. Aujourd'hui, les gens ont tendance à plus sortir une arme assez facilement. Il y a quelques années de ça. Tirer sur un policier, c'était quelque chose d'inconcevable pour quelqu'un. Après Villepin, les gens ils tirent à tout va sur les policiers. C'est carrément les gens même ils incitent entre guillemets. Dans le quartier, après nous, je veux pas dire que, enfin, tout en étant modeste, hein,
ça a changé beaucoup de choses. Tu vois, il y a eu beaucoup de conflits entre quartiers et de par cette histoire-là, ça a fédéré. Il y a une association qui s'est créée qui s'appelle RVJ, Respect, Vérité, Justice. Et de base, c'est parti de mes frères avec mes amis. Et ils ont pris tout le quartier, toute la ville, etc. Tout le monde s'est mis dans cet assaut. Et ils ont fait un truc où c'était des ventes de bouquins, faire un gros concert dans la ville pour inviter beaucoup d'artistes, pour récolter pas mal d'argent pour pouvoir payer les avocats, parce que ça coûte beaucoup. Ça coûte cher en tout cas. Et ils ont fait le tour de la France. Et ouais, ça a fédéré, ça a montré un certain exemple. Mais comme je dis, la vie c'est une chanson et la chanson elle se répète, tu vois. Toujours le même refrain, toujours le même truc. C'est comme ça, c'est juste il faut œuvrer, c'est tout. Ta vie. Sentimentale. Voilà, sentimentale. À l'époque, elle m'a brisé le cœur. Ah, les femmes, elles sont dures. Elle m'a pas brisé le cœur, mais j'avais une petite amie. Après, ça, c'est quelque chose qu'il faut dire aussi. Moi, j'avais une petite amie à l'époque où je pensais que j'allais faire ma petite vie avec elle. Et au bout de 4 mois, plus de nouvelles. Elle est partie. Avec la prison, ça fait peur. C'est pour ça que quand tu dis la justice, on est dans un état de droit, ouais. Bah ouais, ouais. Tout dépend, oui. Ouais, comme j'ai dit, pour moi, c'est un apartheid social qu'on vit, c'est un apartheid. Il y a un rappeur qui m'a cité comme Avidier, j'ai survécu dans les enfers comme Maracanté. Et ça, pour moi, c'est... Voilà. Là, il a retracé un peu ce que nous, on vit. C'est comme ça. Quel rappeur McTayer. J'avais une question. En fait, comme je suis arrivée à un moment où tu parlais de ton fameux bloc-notes, à quel moment il a commencé? Parce qu'il me semble que tu es arrivé, d'un peu ce que j'avais lu de l'histoire, parce que ça remonte quand même un petit moment. Tu avais été au MITA et tu avais directement ce petit bloc-notes où tu commençais à écrire. Non. Ça s'est passé comment? En fait, quand j'étais incarcéré, comme je disais, il y a plein de sentiments qui sont entremêlés. Je savais pas quoi dire, pas quoi faire. Pas comment l'exprimer, tout ça. Donc, tout le temps, je regardais la télé, je disais putain, je voyais des débats et tout, j'avais mon avis, et comme j'étais en isolement, donc du coup, mon seul interlocuteur, c'était moi-même. Donc c'est pas que je devenais fou ou autre, mais tout ce que je pensais, je le pensais à voix haute. C'est-à-dire, je parlais, je communiquais avec ma télé, et... Non, c'est pas la folie. Non, ça c'est la conscience. C'est pas la folie. Tout ce que je pensais, je le pensais à voix haute. On parlait à ton ange gardien, il répondait. Voilà. C'est la folie. Et bien souvent, même, il y a pas mal de gens qui ont entendu comme quoi que j'étais devenu fou, mais c'était faux. Et ouais, pour en revenir à ça... Les fous, ils ont toujours raison. Ouais. Pour en revenir à ça, c'était... Je sais pas, j'ai fait 1 an de détention. On va dire à peu près au bout du 15-16e mois par là, je me suis dit, allez, c'est bon, mec. J'ai pris un bloc-notes, je l'ai continué, et j'ai commencé à écrire, et mes écrits, c'était simple. Hein. Ouais, en fait, j'écrivais simplement, mais quand je dis simple, c'est je racontais ce qui s'est passé dans ma journée. Je me suis levé, j'ai pris un bol de choc à pic, je suis parti en promenade, j'ai fait tant de pompes, je suis parti au parloir, j'ai vu ma soeur. Parce que je pensais que tu étais en train de retranscrire un peu déjà tout ce que tu avais vécu. Donc non, pas du tout. Par rapport à ça. Non, pas du tout. Je savais pas comment le retranscrire. Je ne savais vraiment pas. Et au fur et à mesure que les jours y passent, j'ai commencé à poser mes idées, j'ai commencé à poser mon ressenti, mes craintes, mes joies et tout ce que je pensais, et tout a commencé à se structurer, et en même temps je nourrissais ça avec les bouquins et tout, et après ça a donné ce que ça donne, hein. Ça a donné Préjugé coupable. Tu fais penser à Nelson Mandela quand il a été en prison? Bah en fait moi j'ai lu tous ces bouquins là, j'ai lu Nelson Mandela, Malcolm X, François Fanon, les Black Panthers, tous ces bouquins là, je me suis nourri de tout ça, et moi, je me vois dans tout ça. Mais juste, ces bouquins-là, tu les as découverts quand tu étais incarcéré? En détention. Non, en détention. En détention, pas à l'extérieur, non. Je connaissais Nelson Mandela. C'est à partir de là que... Malcolm X, plus ou moins. Tu vois, Martin Luther King, j'avais entendu parce que j'étais dans un collège où ils ont donné seulement là, Martin Luther King, mais sinon... C'était quoi ta vie avant la prison? Ma vie avant la prison? C'était le foot, la fête, les femmes, la musique, l'islam, tout ça. La débauche, quoi. Voilà. Pas la débauche, pas la débauche. J'aurais été condamné. Moi, j'ai pas fait appel parce que j'ai fait mon temps. Ce qui s'est passé, c'est derrière. Aujourd'hui, même si je fais quelque chose, j'entame une poursuite contre lui, on va aller au tribunal, c'est de la perte de temps, c'est de la perte des papiers, tu vois. Ils vont déforester des arbres pour écrire son papier, ça sert à rien, c'est mort, c'est fini, on passe à autre chose, c'est terminé. Lui-même,
dans son fort intérieur, cette personne-là, elle-même, elle a plus de douleurs que moi j'ai des douleurs. Moi aujourd'hui, à l'heure actuelle, je suis en paix avec moi-même, tu vois. J'ai un certain recul, je suis pas vindicatif. Tu vois, le mec, je te dis, je peux le voir aujourd'hui, ne rien lui faire, comme je peux le voir et exprimer toute ma rage. Tout dépendra de sa réaction, de ma réaction ou de mon état. Ça dépend, tu vois. Passer par la case prison, comme on sait, il y a beaucoup de mes frères qui sont pleins d'allers-retours. Est-ce que ce que toi, tu as pu vivre là-bas, est-ce que ça t'intéresse en fait de... Quand je te dis vivre, c'est ce qui t'a rendu plus fort là-bas, que ce soit la foi, la lecture, ta famille, etc. Est-ce que ça t'intéresse, par exemple avec le bibliothèque ou quoi, de mettre des actions en place vers ces jeunes qui sont en prison justement pour inciter un petit peu plus vers la lecture? Parce que par exemple, moi j'ai mon cousin qui est sorti hier en perme, il a Villepinte également, mais il me dit j'ai un programme déjà tout défini pour ma journée, mais à aucun moment dans son programme il a intégré par exemple la lecture. Mais quand j'en parle avec lui, il me fait comprendre que ça pourrait l'intéresser. C'est justement, est-ce que vous, ce genre d'action, ça pourrait justement inciter à faire en sorte que voilà, nos frères commencent à penser de manière différente et faire en sorte que, voilà, on essaie, voilà, encore une fois, de retourner le système ou de faire en sorte que... Parce que pour moi, tout ça, c'est le système qui nous met dedans. Que ce soit dans nos quartiers, que ce soit le trafic de drogue, que ce soit le vol, ou que, voilà, que ce soit l'éducation avec les conseillers d'orientation qui sont là pour nous désorienter, etc. Voilà, c'est ma façon de voir les choses. Voilà, c'est tout ça. Mais c'est est-ce que toi, justement, tu te dis pas, voilà, faut que je sois... Voilà, j'ai réussi à avoir tout ça, j'ai réussi à avoir toutes ces difficultés-là. Maintenant, je sens que j'ai cette force. Je peux mettre à profit aux autres. De transmettre aux autres. Figure-toi que je l'ai fait, hein. J'ai essayé d'entreprendre tout ça. Mais tu es confronté à pas mal de barrières. Tu es confronté à pas mal de choses. Et malheureusement, quand tu n'es pas accompagné, avec toute la volonté que tu as, tu vas arrêter. Et moi, dans tout ça, là, je me suis essoufflé. Aujourd'hui, moi, je parle plus de mon bouquin. Je parle plus de mon bouquin. Parce que malheureusement, tu vois, là, vous êtes là, etc. Mais il y a certaines personnes qui ne me voyaient pas spécialement d'un bon oeil. Parce que j'ai écrit un bouquin, tu vois. Parce que je passe à la télé. Parce que je raconte ce truc-là. Donc du coup, tu vois, tu peux être perçu comme une bonne personne, comme une mauvaise personne aussi. Tu vois, je te dis ça parce que je l'ai vécu, je le vis directement. Tu vois, c'est faire des interventions en détention ou dans des écoles ou dans des endroits fermés ou ouverts ou autres. J'ai voulu le faire, j'ai essayé, ça n'a pas marché, mais je suis ouvert pour le faire, sans problème. Ça n'a pas marché, ça n'a pas marché dans quel sens? Dans la quantité? Ou dans le sens après, moi, je l'ai fait à mon échelle. Hein. Oui, mais justement, avec mes moyens. Parce qu'il suffit que tu en aies un ou deux, c'est suffisant déjà pour commencer à changer quelque chose. Dans le sens où, par exemple, moi, on m'a offert un livre, le premier livre qu'on m'a offert, j'ai dû mettre 8 mois avant de l'ouvrir. Mais quand je l'ai ouvert, ça a tout changé. Donc ça veut dire que peut-être que tu en auras eu un ou deux, et ce un ou deux, il va engendrer d'autres. Un ou deux. Et à un moment donné, on aura un impact. Toi, t'en parleras à ton niveau, moi j'en parlerai à mon niveau. Donc je pense que c'est ce genre d'action que ce soit. Il y en a qui ne sont pas intéressés par la lecture. Ça peut être des reportages, ça peut être plein de choses. Mais essayer justement de leur sortir de ce cadre de référence qu'on a de Zlatan, de boîte, de chicha. Mais c'est vrai que la lecture, nous, c'est Cathy, nous, dans un magasin, on va direct chercher à manger. Qu'est-ce qu'il y a de lecture? On ne peut pas regarder là-bas. Parce qu'on n'a pas, les parents n'ont pas assez d'argent pour pouvoir acheter la bouffe, pour pouvoir écrire. C'est vrai que je vois, je suis sur Paris maintenant, je vois les gens, ils ont plus d'argent pour pouvoir acheter Cathy, lecture, et ceci, et trois choses, et les habits. Nous, on n'a qu'une chose, c'est la bouffe, les habits, on les a pas. Et le Cathy, on l'a, mais il est dur le Cathy à l'avoir. Et la lecture, on l'a pas. Même si à l'école, ils nous disent, ouais, voilà, bon, voilà. Non. Moi, c'est ce que j'ai vécu aussi. Hein. Maintenant, c'est vrai que maintenant, lui, ça a été dur. Pour revenir sur ce débat, je ne sais pas si vous avez remarqué, sur Mara, il y a ceux qui ont fait l'événement de la dernière fois avec Mourad Benchelali, il y a plein de points communs. Mon histoire, elle est tellement, entre guillemets, sombre, que les gens ils se disent ça peut être néfaste pour les gens. Les personnes qui décident, par exemple, je suis allé voir plusieurs directeurs de certains lycées ou de certaines écoles, ils sont sceptiques par rapport au fait que l'histoire, elle est quand même dure et la justice, voilà, elle est mise à mal dedans. Donc, DNLC, dis-nous les choses. Nous sommes à Sarcelles, à l'événement de Bibliothèque avec M. Mara Kanté, avec son livre Préjugés coupables. Comment vas-tu, mon frère? Ça va. Et toi? Ça va, tout va bien, on est là, tranquille. Je vois que vous êtes sur le terrain. On essaie. C'est actif, c'est très important. Est-ce que tu peux nous même si ton histoire elle est très connue,
Est-ce que tu peux nous faire un bref rappel de ce qui t'est arrivé? Moi je m'appelle Mara Kanté, aujourd'hui j'ai 29 ans, j'habite à Sarcelles, j'ai grandi à Villiers-le-Bel. Je te raconte brièvement ma petite histoire. Moi je suis un jeune de banlieue, j'avais qu'un seul rêve entre guillemets dans la vie, c'était d'être footballeur professionnel. Et voilà, je faisais en sorte de vivre ma petite vie et de faire en sorte d'être footballeur. Et malheureusement en 2007, le 25 novembre 2007, il y a eu un accident où deux jeunes qui étaient en mini-moto sont rentrés en collision avec une voiture de policier, avec une voiture de la police nationale. Et il y a eu à la suite de cet accident une grosse médiatisation parce qu'il y a eu des émeutes, des policiers qui se sont fait tirer dessus, des policiers qui se sont fait taper, il y a eu des échanges, des émeutes, du vandalisme, une ville saccagée, etc. Et à la suite de ça, il y a eu des grosses vagues d'interpellations qui ont mené à une grosse mise en détention de certaines personnes. Et moi j'ai fait partie de ces gens-là, j'ai été incarcéré 29 mois et du haut de ces 29 mois, j'ai eu un procès qui a duré une quinzaine de jours où le procureur a demandé 15 ans, puis après j'ai écopé de 3 ans, mais en appel j'ai été acquitté de tous les faits qui m'ont été reprochés et j'en ai profité pour pour écrire un livre. Et de ce livre-là, on en arrive à aujourd'hui, ce qui est Bibliothèse. À un moment donné, lorsque tu t'es exprimé, tu es dans Bibliothèse avec le public, tu as parlé des conditions de vie à Villepinte comparées aux conditions de vie à Fresnes. Et ça faisait comme un paradoxe. Tu disais que carrément Villepinte, c'était mieux que Fresnes. Tu es dans les conditions. Et est-ce que tu peux un petit peu nous l'exprimer là? Bah ouais, ce que j'ai à dire sur ça, c'est que les conditions de vie à Fresnes, elles sont extrêmement difficiles. Les conditions de détention, elles sont pas faciles. Elles sont rudes. C'est comme si on vivait dans un... C'est insalubre. C'est vétuste. La température des cellules, elle est vraiment pas top. Il fait froid. Quand on est en période hivernale, on a froid. Quand on est en période d'été, on a extrêmement chaud. Donc du coup, il n'y a pas de juste milieu dans tout ça. Les promenades, elles sont dans un état déplorable. La détention en elle-même, les bâtiments sont très mal entretenus. Et c'est vraiment dommage. C'est un calvaire pour les détenus. C'est calvaire, cauchemar, tous les mots qu'on peut qualifier pour définir le terme de mauvaise détention, noire et sombre pour cet endroit-là, Fresnes. Et pour en revenir à Villepinte, voilà, c'est un endroit, malgré que ça reste la maison d'arrêt, c'est un endroit qui est un peu plus accueillant, tu sens, voilà, dès que tu arrives dans la cellule, t'as pas froid, il y a une bonne température. Après en été, tu suffoques, ça c'est comme dans toutes les prisons, mais voilà, la promenade elle est assez correcte, voilà, les parloirs, c'est pas les mêmes maisons d'arrêt, tu vois. Parce qu'on sait que la France a été punie par une certaine cour européenne par rapport aux conditions de vie en prison, et ça fait écho à un documentaire qui s'appelle Détroit derrière les barreaux, je sais pas si tu l'avais vu à l'époque, où ils avaient fait rentrer une caméra à Fleury et on voyait les conditions. Et toi, lorsque tu étais à Fresnes, tu as vu des conditions comme ça Justement, pour te dire, quand il y a eu ce reportage, moi j'étais en cellule. J'ai regardé ce reportage-là et voilà, c'est exactement ce qu'on vivait. C'est des conditions de vie qui sont réelles. Pour prendre ta douche, tu es obligé de mettre une fourchette pour bloquer le truc pour que l'eau descende. Ou tu vois, tu es obligé de mettre une paire de chaussettes pour, entre guillemets, que ça s'imbibe et que les microbes ils passent pas. Il y a tout plein de techniques que tu vois de l'extérieur, tu te dis c'est improbable. Mais en détention, c'est carrément ce qui se fait. Et malheureusement, c'est quelque chose qui porte atteinte à la dignité humaine. Tu parlais à un moment donné de trafic d'influence. Genre, tu étais obligé de, entre guillemets, mettre des coups de pression au maton pour avoir accès au sport, avoir accès à des choses qui sont normales pour tous, mais qui sont un luxe en prison. Voilà, tout à fait. À un moment donné, en détention, tu es obligé d'être dans un personnage, d'être dans un rôle. C'est-à-dire que tu es dans le rôle du détenu modèle, qui fait pas de problème, qui fait sa petite détention tranquille, ou sinon tu es dans le rôle du détenu qui perturbe, qui effraie, qui impressionne, entre guillemets du grand banditisme, ou sinon tu es dans le rôle du détenu conscient, politique, et qui est prêt à beaucoup pour avoir le minimum de confort. D'où ta prise du stylo. C'est qu'à un moment donné, tu as parlé du fait que tu tenais un carnet de bord où, dans un premier lieu, c'était rudimentaire, c'est-à-dire c'était assez simple, tu disais ce que tu faisais tout simplement, et au fur et à mesure du temps, il y a eu des idées plus longues, plus grandes. C'est exactement ça. Le carnet de bord que j'ai commencé à prendre avec ce stylo,
C'était juste en fait pour mettre noir sur blanc ce que je ressentais. Mon ressenti tout simplement. Et au fur et à mesure que les jours passaient, j'ai nourri, j'ai alimenté tout ça. Donc du coup, plus je lisais, plus je m'instruisais, plus je noircissais ces pages-là et plus j'approfondissais dans ce que j'avais envie d'expliquer et d'écrire. Je parlais de mes peines, j'approfondissais sur mes peines. Je parlais de mes joies, j'approfondissais sur mes joies. Je parlais de la culture, j'approfondissais sur la culture. Je parlais de mon intelligence, je parlais de mes envies, je parlais de tous mes sentiments, tous mes états. Et c'est quelque chose que j'extériorisais assez facilement en lisant et en écrivant. Tous les jours, ça fait j'évoluais dans ce que je faisais. Tous les jours, j'apprenais dans ce que je faisais. Et tous les jours, moi-même, j'étais, entre guillemets, satisfait et en même temps content et en même temps interrogatif sur tout ce que je faisais. Tu vois ? Et à un moment donné, à force de lire, tu es même devenu carrément une espèce de leader. C'est-à-dire que face à des mouvements de contestation qu'il y avait en prison pour des droits qui sont des luxes en prison, c'était toi qui parlais au nom de tes co-détenus. Entre guillemets, c'est juste que moi j'ai eu ma conscience de détenu, entre guillemets, conscientisé, politisé, si tu veux. Et je me suis dit que dès qu'il y a quelque chose à contester, il fallait le faire savoir. Il fallait le faire savoir dans, comme on dit, avec l'art et la manière. Et l'art et la manière en détention, c'est tu crées, etc. C'est bien. Mais aussi, il faut joindre les écrits. Il faut joindre quelque chose qui est noir sur blanc. Et le noir sur blanc, c'est pas forcément un grand courrier. C'est juste une ou deux phrases avec beaucoup de signatures. Et ça peut changer beaucoup de choses. Tu vois, ça exprime le mécontentement des gens. Et puis voilà, hein, ça a son impact. Et bien souvent, juste pour centraliser, il y a un des chefs de détention qui m'a dit... comme ça, un jour, qui m'a pointé du doigt, je rentrais de promenade, il m'a dit, Kanté, vous êtes un leader. Vous êtes un meneur. Après, je dis, mais chef, je dis, moi, je suis meneur, je suis pas un mauvais meneur. Il m'a dit, ah, j'ai pas dit ça, vous êtes un meneur. Après, ça peut être bon comme mauvais, mais vous êtes un meneur. Et vous l'utilisez à bon escient, ce rôle-là. Je dis, ok, c'est flatteur. Tu disais qu'en prison, tu as beaucoup lu. Quelles sont les lectures qui ont réveillé en toi cette conscience-là ? Moi, j'ai énormément lu en prison. Quand je dis énormément, c'est beaucoup. Beaucoup, beaucoup. J'ai lu Malcolm X. Je vais te faire une chronologie, comme ça, c'est simple. Tu vas voir le cheminement du fait que j'ai eu cette, entre guillemets, révélation pour la lecture. J'ai croisé un bibliothécaire qui, lui, tout simplement, m'a proposé le bouquin de Roger McGowan, Un long chemin vers un message de vie dans le couloir de la mort. Et de ce bouquin-là, voilà, j'ai commencé à voir les choses autrement, j'ai commencé à me comporter autrement, j'ai commencé à parler autrement, j'ai commencé à voir les choses autrement. Après, j'ai rencontré un bon ami à moi qui est devenu mon frère, c'est un blanc, c'est devenu mon camarade, mon compagnon de galère là-bas en isolement. Il m'a tout simplement observé, écouté, il a vu la mentalité dans laquelle j'étais, le délire dans lequel j'étais. Il m'a proposé, il m'a dit, Mara, dès que je sors, je vais t'envoyer un bouquin. Il a fait que 15 jours de détention, hein. Mais c'est 15 jours en isolement que j'ai passé avec lui, extrêmement fort. Il m'a dit, Mara, je vais te donner un bouquin, et ce bouquin-là, tu verras. Ça a été le bouquin des Black Panthers. Et quand j'ai lu ce bouquin, tu vois, là, je me suis vu, les Black Panthers, là, je me suis vu dedans. Voilà. Et après, il m'a envoyé le livre de Malcolm X, il m'a envoyé le livre de Frantz Fanon, il m'a envoyé le livre de Nelson Mandela, il m'a envoyé le livre de Martin Luther King, il m'a envoyé tout plein de livres, il m'a envoyé le livre des indigènes, et tout plein de livres qui me ramenaient toujours à ce mouvement de lutte des damnés de la terre. Les damnés de la terre, c'est Frantz Fanon qui explique ça. Tu vois, nous, on est des gens qui sommes mis de côté, entre guillemets, dans la société. On est considérés comme les sous-hommes. Et voilà, c'est ça. Donc ça t'a, comment dire, enfin, en lisant ces livres et en te comparant à eux, ça t'a mis dans une condition de prisonnier politique, quelque part. Ça m'a mis dans une condition de prisonnier politique. Mais j'étais déjà dans une condition de prisonnier politique au vu de la loi, des statuts. Mais c'est juste que moi, psychologiquement, ça m'a boosté, ça m'a donné la force, ça m'a éclairé, ça m'a fait avancer et ça m'a surtout élevé. Ça m'a surtout élevé dans mon combat. Parce que malheureusement, on était dans un combat contre l'État. Et j'étais prisonnier politique sans moi-même m'en rendre compte. Et dès que j'ai pris conscience de ça, je me suis dit, il faut se battre avec les bonnes armes. Et les bonnes armes, c'était la lecture et ma langue, tout
simplement. Monsieur Marat, tout à l'heure tu disais que lorsqu'on était en prison, nos émotions elles étaient exacerbées, il y avait comme une espèce de bousculade des émotions et que même tes relations avaient changé avec ta famille et que même c'était même ta maman tu l'avais jamais prise dans tes bras et que c'est à ce moment-là que voilà, tu l'as prise dans tes bras parce que la prison ça change. Bah, j'aime bien le terme que tu viens d'employer. Les émotions se bousculent, tu vois, une bousculade d'émotions et c'est en détention si tu veux, tes sens se décuplent. Les choses tu les sens plus, les choses tu les ressens plus, les choses t'atteignent plus. Et quand tu es en détention, dans un 9 mètres carrés ou dans un 10 mètres carrés ou dans un 12 mètres carrés, tout est petit. Tout ce que tu es amené à côtoyer, tu le sens, tu le vis et c'est direct. Donc du coup, moi quand j'ai été mis dans ces conditions de détention, au parloir, ce que j'ai ressenti quand j'ai vu ma famille, c'est indescriptible. Ce que j'ai échangé avec ma famille, je pense que ça pourra plus se reproduire. Tu vois. Même si je suis amené à faire de la prison un jour, tu vois, ce que j'espère pas, je pense pas que ça va se reproduire. Et c'est quelque chose vraiment qu'un être humain, je pense, vit que quand il est repoussé dans ses retranchements les plus difficiles. Tu vois. Parle-nous un petit peu de tes procès. On sait que le premier procès a duré 2 semaines, une grosse médiatisation. À un moment donné, même, tu es parti à Oni. Tu as eu un régime d'isolement qui t'a fait un petit peu tout drôle. Voilà, l'attente sur les bancs de 8h à 22h, entendre les autres parler de soi, des avocats, des psychologues, frustration, voilà, le ressenti. Dis-nous un petit peu comment même s'ils étaient graves espacés, tes procès, mais comment ça s'est passé, une ambiance assez particulière. Bah, pour te parler de mes différents procès, le premier procès que j'ai commencé, le premier procès que j'ai eu, je l'ai commencé comme Mohamed Ali quand il allait monter sur un ring. Je te dis ça exactement, c'est ce que j'ai dit au surveillant de détention. Le jour où il me dit alors monsieur Kanté, vous êtes prêt pour le grand jour? Je dis ouais, je suis prêt comme Mohamed Ali. Ouais, je vais monter sur le ring et le ring c'est le box. Et dans le box, voilà, je vais exprimer tout ce que j'ai exprimé, toute ma rage, tout ce que je vais dire, mais d'une façon tranquille. D'une façon hyper tranquille, parce que quand on crie, on ne nous entend pas, et quand on parle avec le cœur, bien souvent, ça parle au cœur. Tu vois. Et il faut dire les choses clairement. À un moment donné, la justice, elle voulait tout simplement condamner, faire un exemple de nous, et nous mettre dans un trou, et ne plus parler de nous. Et le destin en a voulu autrement, Dieu en a voulu autrement, et nous-mêmes, on en a voulu autrement. On s'est donné les moyens de faire en sorte que ça soit un procès équitable. On a fait en sorte de dire les choses comme on devait les dire. On a fait en sorte de mettre les points noirs en pleine lumière. On a fait en sorte de mettre à mal les accusations de la défense et des différentes personnes qui le mettent en cause. Et ça a fait en sorte qu'il y ait un certain équilibre. Et on a apporté le doute chez les jurés. Et voilà, après, il y a eu des condamnations malheureusement. Mais à l'issue de ce procès-là, on a bien vu l'ambiguïté de tout ça, quoi. Et la faiblesse de tout ça. Et pour le deuxième procès, ça a été la même chose. Moi, je suis parti avec moins de force, moins de motivation, moins de conviction. Je me suis dit, bon, voilà, ils nous renvoient au procès. J'étais fatigué. Moi, ça faisait... j'étais en train d'essayer de me reconstruire. Et voilà, j'étais tout simplement fatigué. Mais je suis arrivé en étant nonchalant, en étant réfractaire. Je suis arrivé pas très motivé pour plaider ma cause. Et plus les jours montaient, plus les jours avançaient, et plus ma motivation montait, et plus il fallait que je me batte, et que je raconte mon histoire, et que j'explique de force ou de gré à celui qui veut l'entendre que je suis innocent, et que nous sommes innocents, et que nous voulons la liberté, et que nous voulons la justice, l'équité pour tous. À un moment donné, tu disais que tu as prié pour que tu prennes 10 ans. Et finalement, voilà, t'as pas pris les 10 ans, tu as été acquitté. Carrément, tu t'es conditionné à prendre 10 ans. C'est-à-dire, pour toi, c'était le pronostic, entre guillemets, le moins pire, même si ça se dit pas, mais le moins pire. Malheureusement, l'être humain, quand il est confronté à certaines situations, bien souvent, c'est au pied du mur qu'on voit la difficulté. C'est au pied du mur qu'on sait si on arrive à surmonter l'insurmontable. Et moi, je suis arrivé à un stade dans ma vie, à cette période-là, où il fallait surmonter l'insurmontable.
Je me suis dit, j'ai 23 ans à l'époque de mon procès. Quelle changeait? Aucune. Quelle réalité? Prendre une peine. Ma réalité, c'est prendre une peine à 2 chiffres. Donc, prendre une peine à 2 chiffres, il fallait prendre le minimum. Et j'ai prié pour prendre 10 ans. C'est dur, c'est malheureux, c'est triste, mais c'est réel. Et c'est quelque chose que je me suis dit, et j'ai été conditionné avec tous les bouquins que j'ai lus, avec toutes les personnes que j'ai rencontrées, avec tout ce qui s'était passé en détention, pour accepter une peine à 2 chiffres, pour pouvoir surmonter ça, et pour pouvoir avancer, et pour pouvoir en faire une force, au final. À ta sortie, tu nous as dit tout à l'heure que carrément tu as eu le tournis. C'est-à-dire que ton champ de vision était restreint qu'à ta cellule, et tout d'un coup ton champ de vision il s'est élargi, voilà, de la nature, chose que tu avais déjà vue avant mais que ça fait longtemps que tu n'avais pas vu. Et carrément même que ça a déclenché l'accouchement de ta femme tellement ça a créé des troubles, quoi, des troubles émotionnels. Bien souvent on dit l'être humain il s'adapte à toute situation. Et là, j'ai été conditionné d'une sorte à ce que tout soit rudimentaire autour de moi. C'est-à-dire, voilà, les conditions de vie dans une cellule, elles sont très atroces. Moi, j'ai vu ça. La promenade, c'est pas beau à voir. J'ai été conditionné dans ça. Pendant 29 mois, je voyais que ça. Une petite promenade, 15 pas en longueur, 15 pas en largeur et 30 en longueur. Ou le contraire. Ça a été très difficile et quand je suis sorti, tous mes repères que j'ai eus de l'extérieur, ils étaient tous perdus, chamboulés, déstabilisés. Et mes repères, c'était que la promenade. J'avais pas vu un trottoir depuis 29 mois. J'avais pas vu l'herbe comme ça, là, depuis 29 mois. J'avais pas vu... j'avais vu des arbres quand j'étais extrait. Mais voir un arbre comme ça, c'était quelque chose. Et voir l'horizon, tout simplement, c'était quelque chose. Voir le ciel, sans des fils, des barbelés et tout, c'était quelque chose. Et quand je suis arrivé, le portail de la prison s'est ouvert. Voilà, c'était comme quand tu prends une boule et la boule, tu la fais tourner. Ça va dans tous les sens. Tu as le tournis, En fait, c'est un choc émotionnel. Certains le vivent bien, certains le vivent mal. Et moi, mon corps, de l'intérieur, je l'ai vécu comme je devais le vivre. C'est-à-dire, c'est parti dans tous les sens. Et de l'extérieur, j'ai eu des saignements de nez. Je ne sais pas d'où c'est sorti, mais c'est sorti. Et je suis allé voir ma mère, qui, elle est à l'hôpital. Et carrément, ça a provoqué son accouchement. Tellement qu'elle aussi, elle était choquée. Monsieur, tout à l'heure, voilà, tu as énuméré pas mal de choses. Tu disais qu'un vendeur de drogue n'est pas plus criminel qu'un politicien. Un vendeur de chaussures n'est pas plus criminel qu'un politicien. Donc on décèle que tu as un goût amer pour la politique. Pas du tout. J'ai pas de goût amer pour la politique. J'ai juste un goût amer sur la manipulation. La politique manipule beaucoup. Parce que tu peux prendre un mec comme Bernard Cazeneuve. On sait ce qu'il fait, on sait dans quoi il est. Tu peux prendre un mec comme Nicolas Sarkozy, tu peux prendre un mec comme Fillon, tu peux prendre tous ces gars-là. Ils sont beaucoup plus sales qu'un mec qui vend des cacahuètes au marché, qu'un mec qui vend des pompes au marché, qu'un mec qui vend de la drogue dans un quartier. En fait ce dont tu parlais, en fait, c'est bon, je me suis mal exprimé, c'est plutôt les politiciens véreux. Pas la politique en elle-même. Voilà, exactement. Là, on est plus clair. Les politiciens véreux, c'est d'eux je parlais. Après, comme je dis, la fin justifie les moyens. Chacun, il fait ce qu'il veut, chacun, il voit midi à sa porte. Mais quand on jette la pierre sur un mec qui essaye de gagner sa croûte en faisant des choses pas forcément crédibles, tu vois, pas forcément honorables, c'est fait. Mais voilà, on peut pas lui cracher dessus. Mais quand les gens ils font ça au détriment du peuple, au détriment des pauvres, c'est là où ça devient un problème. Tu vois, c'est là où ça devient une problématique. Tout à l'heure, tu as dit quelque chose qui m'a interpellé. Tu as dit que la prison, c'est un espèce d'apartheid, mais x2. C'est-à-dire, on sait que Manuel Valls, il n'y a pas si longtemps, il parlait d'apartheid territorial. Bon, nous, on est issus de Grigny. À Grigny, il y a ce qu'on appelle cet apartheid territorial, même dans plein de quartiers, c'est-à-dire des quartiers où non seulement c'est la même classe sociale, mais non seulement il y a des bâtiments où il n'y a que des gens de la même origine. Genre des bâtiments, nous sur Grigny, tu vas dans tel quartier, il n'y a que des Laotiens, tel quartier que des Maliens, tel quartier, tel ci. Pour ceux qui ne sont pas allés en prison, comme tu dis, c'est vraiment l'apartheid x2, comme tu dis. Pour être dur sur les mots, je vais te dire, la prison, c'est de la déportation. La prison, c'est de la déportation.
Et quand je te dis, je pèse mes mots, parce que quand on te prend, on te transfère, on te met en détention, on te met dans un truc qui est aussi petit qu'une cabine téléphonique. Et je pèse mes mots quand je te parle comme ça. Tu vois, c'est quelque chose qui est aussi petit qu'une cabine téléphonique. Tu n'as pas de visibilité, tu as une toute petite grille qui est au niveau de ta tête et tu dois te lever pour voir ce qui se passe et tu vois rien du tout, si ce n'est que le toit du camion où tu es déporté, tu vois, et tu as les menottes dans ça. Et c'est un petit truc où tu peux à peine t'asseoir. C'est comme une cabine téléphonique, plus petit qu'une cabine téléphonique. C'est de la déportation. Et ce qu'il en est de l'apartheid, il est social et l'apartheid, il est à l'extérieur. C'est-à-dire nous, là actuellement, dans les quartiers dans lesquels on vit, dans les conditions dans lesquelles on vit, on est mis dans un état d'apartheid. Il n'est pas dit clairement qu'on est sous un état d'apartheid, mais c'est voulu nous maintenir dans ces conditions-là. Quand tu regardes bien, il y a le Grand Paris, il y a les grands travaux. Et les grands travaux, c'est quoi? C'est de casser les bâtiments, refaire des bâtiments, mettre des grillages, mettre des codes, fermer les porches. Et tout ça, c'est voulu, c'est dû. Personne ne demande notre avis. Personne vient nous contacter. Il y a des réunions qui sont faites, mais on n'est pas spécialement tenu au courant sur tout ce qui se fait dans le quartier ou dans la ville. Mais on vit sous un état d'apartheid. Il y a vous, il y a les autres. Il y a les hommes, les femmes, les sous-hommes. Il y a les uns et les autres. Et nous, on est les autres. On est les sous-hommes. Toi, t'es tombé en prison à l'époque de... C'était Sarkozy. Donc c'était à l'époque où Sarkozy avait besoin de faire des exemples, où on sentait la tension dans les quartiers, où il y avait plein de policiers partout qui traquaient les gens. Et Sarkozy était, bon, vu qu'il était ministre de l'Intérieur avant, et voilà, on était dans un état, entre guillemets, policier. Toi, ma question, elle est un petit peu bête, mais t'as ressenti cette dureté en prison la différence entre la présidence de Sarkozy ou la présidence de Hollande après, t'as ressenti ça un petit peu? Il n'y a pas de question bête, mon frère. Ta question, elle est plus qu'intelligente et plus que réelle. Je vais te dire, en détention, selon le gouvernement qui se met en place, tu ressens tout de suite ce qui va se passer pour toi dans ta détention. Pendant tout le mandat de Sarkozy où moi j'étais en détention, tu sens que c'est dur. Tu sens la dureté, tu sens la fermeté des juges, des procureurs, de toutes les personnes qui sont décisionnaires de quelque chose pour toi en prison, même à l'extérieur. Et quand tu passes sous un autre gouvernement, tu vois tout de suite la souplesse. Tu vois tout de suite que les gens ils sortent de détention. Tu vois tout de suite qu'il y a des lois qui sont faites pour que les prisons soient désengorgées. Parce qu'il y a quoi en même temps? Il y a tout un truc à faire pour pouvoir dire au peuple que voilà, nous, on est en mode tolérance zéro et regardez la sécurité, c'est quoi? On met les gens en prison. Donc du coup, il y a une surpopulation des gens et en détention, tu t'en sors plus. Et t'es perdu. Les dossiers, ils perdurent. Les gens, ils sont en détention pour un oui ou pour un non. Donc du coup, tu comprends que la justice n'est plus très lucide quand elle doit prendre des décisions sérieuses pour condamner un homme qu'il ait fait quelque chose ou qu'il ait rien fait. Donc du coup, des politiciens, selon leur angle de vue, selon la donne qu'ils ont envie de laisser, ça a des impacts directs sur les détenus. Tout à l'heure, quelqu'un disait comme quoi, par rapport à toutes les autres affaires qui y a eu lieu, l'affaire Adama, l'affaire Théo qu'on voit aujourd'hui, toi, tu étais comme l'une des personnes qui était... Théo est toujours vivant, toi, mais par rapport à des gens comme Adama ou même les 300 autres personnes qui ont été tuées... C'est clair. Par rapport aux 300 autres personnes, ou voire même plus, tu vois, il y a eu encore plus de gens qui ont été tués des mains de la police. Tu étais comme un espèce de porte-voix. Toi, comment tu le perçois, ça? Je le perçois comme je dois le percevoir. C'est une réalité, c'est un fait. Il y a des gens qui sont morts, qui ne peuvent pas parler, qui ne peuvent pas raconter leur histoire, qui ne peuvent pas raconter ce qui s'est passé. D'autres qui sont en prison, qui ne peuvent pas raconter ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils vivent ou ce qu'ils vivront. Et moi, je suis là. J'ai été en détention, j'ai été arrêté, j'ai été traîné dans la boue, j'ai été stigmatisé, j'ai pas bénéficié de la présomption d'innocence. Grâce à Dieu, grâce à ma volonté, grâce à la volonté des gens, grâce à la volonté de Dieu, je suis sorti et je porte ce message, entre guillemets, comme je dois le porter. C'est-à-dire je parle avec mes mots, qui sont les mots de tous. Je parle avec mon cœur, qui est le cœur de tous. Je parle avec mon ressenti, qui est le ressenti de plus d'une personne. Tu vois? Donc, bien souvent, c'est ma voix, mais qui porte la voix de beaucoup d'autres. La voix des sans-voix, comme on dit.
On va t'appeler Nelson Mandela. Kanté, hein, si ça continue comme ça. Bah écoute, on a été bercés par eux. Hein. C'est eux qui ont fait en sorte que nous, en détention, on tienne, tu vois. C'est des exemples, c'est nos vieux pères. Donc du coup, c'est comme ça. On est juste derrière eux, nous. Qu'est-ce que tu penses du climat social actuel, là? En plus, voilà, il y a des élections qui vont arriver bientôt. C'est quoi ton pronostic? Le climat social actuel, beaucoup d'émotions. Entre la frustration, entre la fatalité, entre la volonté de faire changer les choses. J'ai beaucoup de sentiments. Mais je resterai sur deux plutôt, c'est la frustration et l'envie de faire changer les choses. Si on revient sur l'affaire Théo, on sait tout ce qui se passe, tout le monde sait, mais au final, on voit que l'État il essaie de requalifier ça, et pour la mettre bien profonde encore aux gens, pour pouvoir faire en sorte que les policiers bénéficient de plus de largeur dans ce qu'ils font, ils créent une nouvelle loi en même temps, par rapport à la matraque, etc. À un moment donné, il faut arrêter. Le peuple, faut pas prendre le peuple pour des idiots. Donc voilà, restons sérieux et donnons à César ce qui appartient à César. Mais comme nous, c'est plutôt Mamadou. Donc voilà quoi. Et ouais, pour en revenir à ta question, le climat social, il est tendu parce qu'on le voit bien. Tu vois, on voit bien qu'il y a un truc qui entretient, les catégories d'hommes, tu vois. Et c'est l'élite. Et l'élite, c'est elle qui divise, tu vois. C'est elle qui donne le là. Et malheureusement, c'est pas forcément le bon. S'il y a une bonne élite qui décide que les choses se passent bien, et les choses se passeront bien dans le meilleur des mondes, mais malheureusement, il y a une élite qui décide que ça doit être la pagaille un peu partout, divisée pour mieux régner, et puis voilà. Et malheureusement, les pauvres mangent les miettes entre eux et se mangent avec eux, se mangent entre eux. Et les riches, eux, ils mangent le gâteau, calme. L'élite, si j'ai envie de dire. Pour finir, parlons de ta reconversion. Donc tout à l'heure, tu parlais du fait que tu étais intéressé par le métier d'éducateur et transmettre un petit peu ton vécu, ce qui t'est arrivé, ton expérience, ci et ça. Aujourd'hui, t'en es où par rapport à tout ça? Ma reconversion s'est faite tout naturellement. J'ai pas forcé le destin. J'ai juste suivi mon instinct et ce vers quoi je pense que là où j'étais le plus à l'aise en tout cas, c'est échanger avec les gens et être dans le social. Ça, c'est une qualité qu'on me prête depuis que je suis gamin. Voilà, j'ai le contact facile avec tout le monde, je rigole avec tout le monde, je suis en bonne entente avec tout le monde. Bien sûr, j'ai des gens qui m'aiment pas, d'autres qui m'apprécient plus que d'autres. Mais dans l'ensemble, je suis bon dans le relationnel avec les gens. Et du coup, je me suis juste dit pourquoi pas se pencher sur ça. Je me suis penché dessus. À ça, tu ajoutes mon histoire. Donc ça donne un Mara animateur, éducateur en devenir. Voilà. Elle est là ma reconversion. Elle est plutôt dans le social, dans la retransmission de certaines valeurs, de certaines histoires et de certains exemples de la vie, tout simplement. Pour finir vite fait, parce qu'il nous reste vraiment 1 minute en vérité, ton livre, tu l'as préjugé coupable, tu l'as écrit avec une journaliste, c'est ça, une certaine Aurélie, c'est ça? Aurélie Foulon. Vite fait, dis-nous la rencontre, comment elle s'est faite et comment vous en êtes venu à écrire ce livre. C'est simple, Aurélie Foulon, c'est une journaliste du Parisien qui, elle, a couvert toute l'histoire de A à Z, mais vraiment de A à Z. Et c'est la première journaliste qui a essayé de me contacter, qui a vraiment fait un travail de terrain sur la ville pour rencontrer vraiment ce qui s'était passé, pour vraiment raconter l'histoire réelle. Et elle a voulu rentrer en contact avec moi, elle a réussi à rentrer en contact avec moi. Et moi, j'ai senti, le feeling, il est bien passé. On a gardé un bon contact et moi je lui ai demandé un jour comment est-ce que je fais pour écrire un bouquin. Elle m'a dit qu'elle aussi voulait écrire un bouquin sur notre histoire, mais elle ne savait pas comment s'y prendre parce que les habitants de Ville-et-Belle ils peuvent mal le percevoir. Je lui ai dit moi j'ai toute la légitimité d'écrire un bouquin. Donc mêlons nos écrits et faisons en sorte de remettre notre histoire sur le devant de la scène pour pouvoir la raconter à qui veut l'entendre. Et voilà, on a mêlé nos écrits, on a contacté on n'a pas contacté les gens, c'est par rapport à une interview que j'ai fait, ils ont vu, et la maison d'édition chez laquelle j'ai sorti le bouquin avec Aurélie, ils nous ont tout simplement donné un rendez-vous, ils nous ont donné des dates sur lesquelles il fallait rendre le livre, on leur a rendu en temps voulu, ils l'ont sorti, et voilà, le livre il a fait son petit bout de chemin. L'homme fort, nous te souhaitons que du bon.
Et voilà, nous, on aura des projets à te proposer par rapport à nos médias. Mais quoi qu'il en soit, en tout cas, on te souhaite d'aller au mieux. Merci. Et de continuer à te battre. Merci. Moi, j'ai 3 mots que j'aime dire pour tout le monde, c'est tout à chacun. Détermination, discipline, travail. 3 mots pour une vie, 3 mots pour ta vie. Voilà. Merci à toi. Merci à vous. DNLC, disons-nous les choses. Nous sommes avec Bibliothèse à la 2e édition. Comment allez-vous ? Moi, ça va très bien. Merci, et toi ? Ça va. Ça va, merci. Donc, quel est votre ressenti de cette 2e édition ? Alors, moi, ok. T'as un gros micro, dis donc. Maintenant, en fait, l'événement, moi, pour ma part, comme j'ai dit tout à l'heure, on est toujours un peu perfectionniste, donc c'est jamais assez bon. Et si je prends le ressenti des gens, je préfère juger par rapport à ça. Les retours que j'ai eus encore, ils sont super, donc j'y crois. Je pense que ça a été bien une réussite encore, je pense, à mon avis. Moi, je suis très très contente parce qu'il y a eu du monde et tout le monde était très très attentif jusqu'à la fin. Il y a eu beaucoup de questions posées et tout, donc ça c'est la marque comme quoi, oui, le témoignage les a intéressés, ils étaient pris par tout ce que disait Mara. Donc c'était une réussite et après maintenant, voilà, j'espère que ça va continuer comme ça. On s'aperçoit qu'il y a beaucoup de gens même d'ailleurs ou des gens dont vous êtes étonnés qui sont dans la salle. À votre avis, c'est dû à quoi tout ça ? Peut-être l'originalité du lieu, parce que souvent on me demande ouais, mais est-ce que ça existe des bibliothèques, ça existe des salles de conférences, etc. Peut-être que c'est trop institutionnalisé. Je trouve que la simplicité du concept, l'originalité du lieu, de l'endroit, le lieu en tant que sous-sol et de Sarcelles en plus, donc je pense que ça plaît beaucoup. Et deuxième chose, ça fait comme on manque de diversité culturelle dans la ville en termes d'événements, etc. C'est pour ça que ça attire beaucoup. Après, de l'extérieur, je peux pas vous dire du tout. Franchement, j'aimerais bien savoir et avoir leur réponse. Ouais. Et on sait que voilà, vous avez invité Mara Kanté, ça fait écho à tout ce qui se passe. Voilà, les violences policières, l'affaire Adama, l'affaire Théo. C'est fait exprès tout ça, cette invitation-là ? C'est volontaire ? Pas forcément. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on a nos invités, ça touche beaucoup l'actualité. Mais Mara, après, c'est vrai que comme c'est un jeune de notre quartier, on était au courant du livre, on a voulu le mettre en avant. Et en même temps, on s'est dit, c'est vrai que ça correspond aussi avec l'actualité. Et moi, personnellement, je voulais qu'il vienne parce que c'était comme un petit hommage que je rendrais aussi à Mohsin, un des jeunes qui a été tué en 2007 à Villiers-le-Bel, avec Laramie. Mais en fait, Mohsin, je le connaissais, j'étais sa surveillante et c'était un jeune que j'appréciais énormément, respectueux comme personne. Et voilà, je sais que ça m'avait beaucoup touchée, donc c'était une manière un peu de lui rendre un peu hommage à lui et à Laramie. Hein. Mais voilà, c'était un peu sentimental en fait pour moi. Et ouais, comme elle a dit, c'était pas forcément fait par hasard. En vérité, il y a tellement de violences policières que tu le ferais toute l'année, on pourrait te demander si c'est fait par hasard. Donc voilà. Mais sinon, nous, on essaie toujours de lier, comme on a dit, l'objet clair de bibliothèque, c'est de lier l'histoire au public, soit par la personne qui la raconte, soit par le thème qui est proposé ou l'histoire qui est à l'intérieur. Donc ça peut être les violences policières, mais ça peut être les quartiers en général, l'immigration, les quartiers populaires, plein de problématiques comme ça, ou plein de belles histoires aussi. Et donc Mara, oui, pour le coup, c'est tombé sur ça. On peut comparer, là, ces derniers temps, il y a eu des débordements à Bobigny et dans d'autres villes. On sait qu'il y en a plein qui vont être arrêtés à tort. Ça, on est des quartiers, on sait très bien comment ça se passe. Jamais toutes les personnes jamais ils attraperont tous ceux qui ont fait des dégâts, et dont ceux qu'ils ont attrapés, tous n'ont pas fait des dégâts, ou tous ne méritent même pas, même s'ils en ont fait, ne méritent même pas un jour d'emprisonnement. Donc voilà, c'est des arrestations arbitraires et qui dépassent les limites. Pourquoi ? Pour prouver. Et donc, nous, si bibliothèse d'un côté, oui, on met en avant la littérature et les auteurs, etc. Mais on veut aussi susciter le débat. Et la meilleure manière de susciter le débat avec ce type de public, c'est avec l'actualité. Donc, ça tombait bien. En tout cas, pour finir, tout à l'heure, j'en discutais avec d'autres personnes qui étaient là. On avait l'impression qu'on était dans Ce soir ou jamais, là. Tu vois, l'émission de Tadei, là. Sauf que c'était pas le même présentateur. Comme ça, t'as dit. Attends. Ah, mais parce que... Qu'est-ce que vous pensez de ça? D'accord, ça.
excuse-moi, désolé. Non, t'inquiète, non, mais mon frère, très belle invitation. Mais voilà, on avait l'impression d'être. Voilà, sauf que c'était pas les mêmes présentateurs et pas le même public. Il y a de l'inspiration de chez lui, c'est vrai que c'est pas bête, hein, ouais. Maintenant que j'y pense, peut-être que ça m'a un petit peu inspiré. En tout cas, moi j'ai toujours regardé des émissions de ce type depuis tout petit, même en dehors de Ce Soir ou Jamais. J'ai toujours aimé le débat, que ce soit devant ma télé ou que ce soit vraiment dans des conférences ou des trucs comme ça. Donc si je peux donner cette force-là à quelqu'un ou ce petit truc, ben franchement c'est un de nos plus grands bénéfices. Votre mot de la fin? Très contente de la soirée. J'aurais aimé qu'il y ait beaucoup plus de jeunes. Et c'est vrai que nos jeunes, il y a un truc qu'on n'arrive pas encore, c'est c'est pas qu'ils se reconnaissent pas. Il y en a beaucoup qui vont me dire, comme la dernière fois, on voulait venir mais on n'ose pas. Ils pensent que voilà qu'on est des adultes, c'est trop intellectuel pour eux, qu'ils vont être en marge. Et on a un peu du mal à casser ce truc-là pour qu'ils puissent venir. Parce qu'ils veulent venir, il y en a beaucoup qui sont là-haut, hein, en train de regarder, d'écouter après les avis de chacun et tout, mais ils n'osent pas. On a un problème que je vois aussi beaucoup avec nos élèves, tout, c'est les milieux comme ça, ils sont gênés. Et je pense que c'est un des combats qu'on devrait mener dans la bibliothèque, c'est vraiment qu'ils se disent « Ah, il y a un débat, je vais y aller, j'ai mon mot à dire ». On a un peu de mal là-dessus, donc j'espère qu'à l'avenir, on va réussir à percer un peu ce problème. Mara aussi, il avait dit un truc dans le genre tout à l'heure qu'il faut rappeler. Il avait dit oui, c'est pas facile d'aller dans n'importe quel quartier ou n'importe où, parce que là, pour le coup, on trouve magnifique qu'il écrit un livre, mais il est possible que dans des quartiers, les jeunes ne voient pas ça comme ça. Ah ouais, la honte, c'est bon, t'as fait de la prison, t'as écrit un livre. Tu vois, il y a beaucoup de frustration, beaucoup de jalousie, beaucoup d'incompréhension. Tout le monde trouvera sa raison, mais c'est pas facile pour tout le monde, et il faut pas croire que tout le monde a le même avis surtout. C'est pour ça que nous, on aimerait bien aussi casser ces barrières qui se mettent à eux-mêmes. Pas parce qu'ils croient qu'ils sont incapables de venir ou d'écouter. Je pense qu'ils pensent qu'il y a une situation de honte ou un truc qui n'est pas fait pour eux, tu vois, en écoutant un truc dans le genre, je préfère aller au cinéma, un truc comme ça. Oui, mais rien n'empêche l'autre. Tu peux aller au cinéma et écouter et lire un livre comme tu vas au cinéma et tu t'écoutes un son et tu regardes un docu et tu joues à la play et tu regardes un match de foot. La vie, elle est comme ça, elle est diverse. Faut pas te cliver. Et le problème, c'est ça. C'est qu'on reste toujours dans l'exemplarité. On a un phénomène d'imitation entre nous dans les quartiers où si l'autre ne le fait pas, j'ai pas envie de le faire. Et s'il le fait, attends, je vais faire comme lui ou au mieux. Ça, c'est de la socio et on revient toujours au même point. C'est le problème de l'être humain, mais on le voit plus dans les quartiers malheureusement. Et si on peut casser cette barrière, ce serait cool. Venez en masse. Tous les âges, c'est cool, c'est super. Il y a plein de mecs, 16 piges, 17 piges, t'as bien vu, on n'est pas des menteurs. Et ceux qui ratent, ils peuvent pas le savoir, hein, ceux qui viennent pas. Hein. Voilà. Le test, merci. Merci à vous. Merci DNLC. DNLC. Merci. Merci.